Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Beaver left, 75, Katie, Omaha, quick going. Last play of the game, who's gonna win it? Luck rolling out to the right, dumps it up to Donnie Avery, go ahead, goal line, touchdown, 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 touchdown! Et bonjour à tous, bienvenue pour cet épisode 407 du podcast Touchdown Actu. Victor Roulier pour vous accompagner pour parler draft. Comme tous les samedis, vous êtes habitués. Et avec moi, j'ai Alexandre Locke. Bonjour à toi. Bonjour Victor, bonjour à tous. Un programme riche encore. Comme tous les samedis, on essaye de diversifier. Aujourd'hui, on va parler safety, qui est une position très intéressante à scouter. On va continuer de descendre un peu les équipes et les besoins à draft avec les Bengals et les Eagles. Et évidemment, on finira avec nos célèbres pépites à choisir entre le 4e et le 7e tour. Si ça te va, Alex, on va tout de suite aller dans le vif du sujet. Et on va parler spécifiquement du meilleur free safety de cette draft. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Le meilleur free safety. Je fais cette distinction parce qu'on a une cuvée qui est très intéressante car très homogène. Si jamais vous demandez à des gens quels sont les deux meilleurs safety pour eux, vous pourrez avoir 5, 6, peut-être même 7 noms qui vont ressortir. Le fait est que là, on a besoin d'être un peu plus spécifique et de vous restituer au maximum les besoins pour les équipes. Donc on a spoté le poste de free safety, donc un joueur qui sera plus sur la couverture et moins dans la boîte. Et on a deux profils qui pour nous se dégagent. Trevon Moehrig de TCU et Javon Holland de Oregon. Donc c'est ces deux joueurs qui ont une carrière universitaire un peu différente, puisque Trevon Moehrig a joué cette année, 47 plaquages, 2 pour perte, 2 interceptions, 9 passes défendues. Il a reçu, si je ne dis pas de bêtises, Alexandre, de trophée du meilleur defensive back du pays d'ailleurs cette année. Javon Holland, quant à lui, il avait opt-out, puisqu'il a fait du coup en 2019, 66 plaquages, 4,5 pour perte, 4 interceptions, 4 passes défendues et un touchdown. Tout de suite, on va décrire les joueurs et on va commencer par les qualités physiques. Donc Alexandre, est-ce que tu peux nous expliquer un peu les qualités physiques de ces deux joueurs? Je donne juste les mensurations. Javon Holland, 1m85, 91 kg. Trevon Moehrig, 1m88, 91 kg. Oui, effectivement, c'est des joueurs qui sont assez similaires en termes de gabarit. Ils sont aussi assez similaires dans leurs attributs physiques. Je donnerais pour le coup un peu plus de crédit à Moehrig. Je le trouve plus réactif, plus mobile. Il se déplace bien en couverture, peut-être un peu plus rapide. Holland, en fait, il manque d'une qualité physique qui sort du lot. Il est un petit peu dans la moyenne, un petit peu partout. Il n'a pas une qualité élite, comme on dit. Oui, je te rejoins. Le vrai problème d'Holland, c'est ce côté engagement physique. En effet, on a l'impression, comme tu le dis bien, il n'est pas mauvais, hein, il n'a pas de défaut particulier, mais il manque le petit truc qui fait qu'on se dit waouh, ce mec-là physiquement va faire quelque chose, alors que Trevon Moehrig coche toutes les cases en fait du joueur dont on pourrait avoir besoin. On va parler de la deuxième catégorie, qui est finalement la plus importante pour un free safety, c'est la couverture de passe, la capacité à défendre la couverture aérienne. Est-ce qu'il y en a un des deux, pour toi, qui est vraiment au-dessus de l'autre sur ce point? Alors, pour moi, Moehrig est vraiment, là aussi, coche les cases du free safety. D'ailleurs, on va certainement y revenir, mais pour le coup, il a pas la polyvalence que pourrait proposer Holland, mais sur la couverture, sur ce qu'on appelle le QI football, il est vraiment excellent. Il a une supervision, c'est le capitaine du secondary de son équipe. On le voit souvent repositionner ses camarades sur le terrain. Ça veut pas dire qu'Holland n'a pas un bon QI foot, mais Moehrig, c'est vraiment,
il semble déjà préparé et opérationnel pour la Grande Ligue. Après, en termes de couverture, ils sont plutôt tous les deux très, très intéressants. Là, au niveau des qualités les qualités du ballon également. Meurig, il faut savoir qu'il mène la ligue dans tout ce qui est passe défendue depuis 2 saisons. Après, moi, ce qui me pose un petit peu souci avec Hollande, c'est qu'on l'a pas vu cette année, en fait, tout simplement. Pour moi, j'ai du mal à vraiment mettre en avant un joueur qu'on n'a pas vu évoluer sa dernière année avant la draft. Oui, tout à fait. Alors, moi, je dirais que la différence que je fais, c'est que Javon Holland, c'est un playmaker. Il fait des interceptions, ça c'est sûr, il fait des gros jeux, il est dans toutes les vidéos de highlight, mais quand on creuse un peu les vidéos de match vraiment de A à Z, on se rend compte qu'il est quand même, il a quand même des trous d'air, il a quand même parfois des petites sautes de concentration, et moi ça me fait un peu peur, parce qu'un free safety, s'il a une saute de concentration, c'est un touchdown de 50 yards derrière. C'est pas comme un linebacker où tu perds 5 yards de plus sur une course ou 10 yards de plus sur une passe. Là, tu perds un touchdown. Là où Meurig n'est jamais pris à défaut. Je dirais que son seul petit défaut, c'est parfois de relâcher peut-être un peu trop de ballons, là où il pourrait faire des interceptions. Mais alors, s'il ne fait pas d'interception, à minima, la passe est défendue. Et c'est vrai qu'il a une intelligence. S'il joue dans une défense de zone, s'il joue dans des schémas single eye ou des choses comme ça, il peut être un des meilleurs de la ligue day one, vraiment. Tout à fait. Il a une vision qui est incroyable. Clairement, c'est un titulaire en puissance, comme tu dis, dès le premier jour. Après, il sera meilleur en zone. Il a encore des défauts en homme à homme, il se fait parfois prendre. Par contre, tu as l'impression effectivement qu'en couverture, il est toujours là, toujours bien placé. Il voit vraiment ce que veut faire le quarterback. C'est vraiment des qualités pour ce poste-là qui sont indispensables, surtout dans la NFL actuelle. C'est sûr. Le troisième point, qui est peut-être parfois un peu sous-estimé, mais qui reste important, même à ce poste-là, c'est la défense de course. Et là, par contre, je ne trahis pas de secret si je dis que l'avantage va plutôt aller à Javon Holland, parce que tu as commencé à en parler. Bien qu'on parle de free safety, Javon Holland a la qualité d'être beaucoup plus polyvalent. En effet, l'avantage d'Hollande, c'est déjà il a joué la saison 2019 essentiellement dans le slot, donc plus près de la ligne de scrimmage. Je pense qu'il pourrait, même s'il a vraiment ce profil free safety, il pourrait aussi dépanner dans la boîte. Contrairement à Meurig, il est surtout plus efficace au tackling que les Meurig. Meurig, il part souvent l'épaule en avant et il cherche le big hit. C'est le problème un petit peu souvent en universitaire et qu'on retrouve des fois en NFL. Les safety, voilà, Meurig, il veut faire mal, il veut envoyer, il veut montrer qu'il est présent et des fois ça lui joue des tours. Alors que Holland, il est un peu plus appliqué et ça le rend plus performant contre la course. Ouais, je te rejoins. C'est vrai que la qualité de plaquage de Javon Holland est largement supérieure. Tu disais, Javon Holland, on voit, il plaque avec son corps, il plaque avec ses bras. Meurig, parfois, il lance un peu les pauses. Si vous voulez savoir ce que ça donne un joueur qui lance l'épaule, vous n'hésitez pas à vous mettre le replay du Minneapolis Miracle et vous verrez tout de suite les conséquences d'un safety qui met l'épaule en premier. Donc voilà, ça c'est sûr. C'est effectivement l'image qu'on a souvent. Voilà, après, c'est coachable. Enfin, je veux dire, c'est voilà, quelque chose que l'entraîneur peut travailler avec lui dire ok, écoute, ne cherche pas forcément le gros plaquage, va faire ton plaquage, va faire ton action, et à un moment on lui demande pas non plus à lui d'aller faire perdre 4 yards à l'impact ou de provoquer le fumble, donc finalement sois propre et ça suffit. Si je pense que s'il apprend à mieux se contrôler, il va gagner en efficacité. Il est un petit peu trop pressé en fait, Meurig, par rapport à Holland. Ouais. Mais effectivement, comme tu dis, avec un bon coaching staff, il n'y a pas de raison que c'est vraiment un défaut qui se gomme ça. C'est l'apprentissage et il y a rien de rédhibitoire. Non, c'est sûr. Je te rejoins là-dessus. Si tu devais donner une comparaison. Parce que moi, j'en ai quelques-unes, mais toi, pour Javon Holland, par exemple, qu'est-ce que tu dirais comme comparaison aujourd'hui ?
Alors écoute, moi Javon Holland, j'ai vu deux comparaisons qui m'ont fait sourire parce que un petit peu opposées. Je l'ai vu comparé à Earl Thomas et je l'ai vu comparé à A.A. Clinton Dix. Donc au niveau du qualité du joueur, on est un petit peu aux antipodes. Je vois qu'on regarde les mêmes sites. Voilà. Et alors, après, je souhaite à Holland d'avoir la même carrière sur le terrain que Earl Thomas, évidemment. Hors terrain, c'est un autre débat. Mais après, c'est toujours difficile de les comparer, surtout à à des joueurs du calibre de Thomas, plusieurs fois All-Pro. Mais en tout cas, effectivement, dans son rôle, ça ce qui s'approche peut-être le plus. Après, à lui de toucher le même niveau. Mais c'est vrai que c'est un rappel que tu fais et qui est intéressant. C'est quand on compare un joueur, on compare un style de jeu. On n'est pas en train de dire que le joueur va devenir Hall of Famer automatiquement. Et vous pouvez avoir deux joueurs dont on va dire ils ont un style de jeu comparable à Earl Thomas, mais un qu'on va projeter remplaçant et un qu'on va projeter titulaire. C'est vraiment dans le style. Moi j'aime bien Earl Thomas. Clinton Dix, j'ai pas compris non plus. Et au niveau de Murray, que j'ai vu beaucoup ressortir Justin Simmons de Denver, moi j'étais plutôt parti sur Harrison Smith des Vikings, même s'il est un peu moins violent, mais j'aimais bien la comparaison avec Smith. Alors moi, il y a une comparaison qui m'a marqué, mais c'est plus dans son pré-snap, on va dire, dans sa façon de diriger sa défense. Il me fait penser à Micah Fitzpatrick, même physiquement, dans ses dimensions, dans ses mensurations. Après, je te rejoins sur Harrison Smith, plus sur le jeu. Bon, je pense qu'on a fait le tour. On va pouvoir se consacrer à la nouvelle rubrique que les gens adorent. Ils nous disent dans les commentaires. C'est le débrief équipe par équipe. Et on l'a dit aujourd'hui au programme, c'est Bengals et Eagles. Le petit mot de la fin, si tu dois en choisir un des deux demain dans ton équipe, tu choisis Murray. Moi aussi. Okay, here we go. With the first pick in the 2020 draft, the Cincinnati Bengals select Joe Burrow, quarterback, LSU. Merci Alain pour cette belle transition. Alain à la technique qui nous parle de Joe Burrow, et ça tombe bien puisqu'on va tout d'abord parler des Cincinnati Bengals qui ont donc des choix 5, 37, 69, 109, 148, 186, 229, 247 de cette draft. On va être synthétique, et c'est vrai aussi pour les Eagles. Ils ont à peu près leur choix de draft à eux. Pas plus, pas moins. Un peu plus en fin de draft, mais c'est surtout leur choix qui compte. On a fait un peu de mock, tous les deux. C'est marrant, c'est deux équipes qui ont des besoins assez similaires, mais pas forcément même priorité. On va le voir, ouais. Pour les Bengals, on est d'accord que le choix du premier tour, c'est protéger Joe Burrow, c'est prendre un offensive tackle. On l'a vu cette année, malheureusement, Joe Burrow, il a montré de belles choses et il n'a pas terminé la saison. Donc je pense que quand tu as ton quarterback du futur, il faut le protéger à tout prix. Et ça fait des années qu'on parle des faiblesses de la ligne de Cincinnati. Donc tu as le 5e choix, tu as l'opportunité d'avoir ce qui est présenté peut-être comme un talent générationnel avec Penny Sewell d'Oregon. Donc je pense que c'est pas vraiment une réflexion qui va s'éterniser pour Cincinnati. Ouais, moi je rajouterais un nom aussi, parce qu'on l'a vu chez Daniel Jeremiah et chez certains experts. Penny Sewell est numéro 2 chez certains au niveau des tackles, ce qui a pu surprendre au début, puisque le profil à la mode, c'est Rashawn Slater de Northwestern, qui plaira à Grégory évidemment, puisqu'il y a des mains violentes. Donc ça, c'est le plus important, on sait, pour un lineman offensif, même si je reste comme toi persuadé que ce sera Sewell, mais c'est un besoin qui est trop important pour être ignoré. Donc ça, je pense que là-dessus, on n'a pas besoin d'y passer 5 minutes. Après, comme on en avait parlé un petit peu en off, ouais. Je tomberais pas là en l'envers si les Bengals choisissaient de faire un trade back, donc d'échanger leur pick avec une équipe derrière eux dans l'ordre de la sélection, parce qu'ils ont quand même beaucoup de besoins, et contrairement aux autres équipes qui sont en reconstruction, comme les Jets et les Jaguars qu'on a fait dans les émissions précédentes, ils ont pas énormément de picks, et dans les 3 premiers tours, ils ont, comme tu l'as dit tout à l'heure, leur choix.
Et quand on sait que ça va être un petit peu la foire au quarterback cette année, il y a quelques prospects intéressants. Je serais pas surpris qu'il puisse avoir une offre si un Fields ou un Wilson était encore là et qui recule avec, moi je pensais dans les spots 12 ou 15, San Francisco et New England peuvent être potentiellement intéressés par un lanceur. Donc je me dis, s'il recule dans ces eaux-là, il pourrait gagner en plus certainement un premier tour l'année prochaine, un deuxième tour ou un troisième tour cette année, ce qui pourrait leur permettre de combler d'autres besoins. Ouais, on en a parlé, moi je suis pas contre le trade back, mais je trouve que 12 ou 15 c'est trop loin. 7 ou 8, Détroit ou Carolina me paraît plus envisageable. Encore une fois, ça dépendra. Si pour eux Sewell est générationnel, ils prendront Sewell. Si Clairement. pour eux Sewell, Darisaw, Slater, c'est à peu près la même chose, ils peuvent trade Voilà, parce back que et dans les prendre celui qui spots, reste. dans les spots entre 7 et 15, tu peux trouver, voilà, il y a Darisaw, il y a même Eckenberg de Notre-Dame que moi j'aime beaucoup, qui peuvent les aider. C'est ça. Mais- Bon, là-dessus, on est assez d'accord. Sur le deuxième tour, là, il y a plusieurs besoins qui pourraient être adressés. Il y a le wide receiver, parce que mine de rien, là, il reste Higgins et Boyd, mais ça va être à peu près tout. Il y a la ligne offensive intérieure, si jamais on veut continuer à protéger Burrow. Et je crois même que logique, tu as un autre choix qui était un peu plus, on va dire, hors des sentiers battus, en tout cas qui est moins évoqué dans les mocks, puisque toi, un de tes favoris du deuxième tour, c'était Pat Freiermuth, tight end de Penn State. Ouais, si tu veux, je me dis, voilà, tu protèges ton quarterback au premier tour. Il a une cible potentiellement numéro 1 avec T. Higgins, qui a été plutôt intéressant cette année et qui devrait se développer encore en deuxième année. Donc, qu'est-ce qu'il lui faut à Burrow, hormis la protection? Une soupape de sécurité. Donc, avec un tight end, parce qu'on peut pas dire que les squads de tight end des Bengals fassent rêver, ça lui permet d'avoir différents cordes à son arc, on va dire. Donc, je suis pas du tout contre un receveur, hein, on en avait parlé, un profil un peu plus petit que Higgins, qui a plutôt un gros gabarit. Ça pourrait être intéressant. Il y a plusieurs noms, mais le tight end, je pense que c'est quand même à suivre. Ouais, je comprends la logique. Et puis, on rappelle aussi que Pat Freiermuth, contrairement aux deux autres tight ends un peu tendance de la draft, et on y reviendra la semaine prochaine, il s'est bien bloqué. Enfin, on l'appelle Baby Gronk et c'est pas pour rien. Donc, c'est aussi un bloqueur dans de nombreuses situations et il pourra être utile. Tu l'as dit, wide receiver, c'est vrai que c'est ce qu'on voit revenir le plus souvent. Alors, le copain de Burrow, c'est Terrace Marshall, sauf que lui, c'est un peu justement un gros body, donc qui ferait peut-être un peu doublon. Et du coup, on se dirigerait plus vers des fusées, hein, des Rondale Moore de Purdue, des Kadarius Toney de Florida. Parle-nous peut-être de Kadarius Toney, faire un focus, parce qu'en ce moment, c'est le profil à la mode. C'est ça, la plupart des analystes l'adorent, et Grégory Richard l'adore aussi. Oui, moi je l'aime bien aussi, je t'avoue. On l'a vu beaucoup monter, là, dans toutes les mocks maintenant, il est fin de premier tour. C'est pas étonnant, il coche pas mal de cases, effectivement. Il y a ce côté slot receiver petit, explosif, rapide, qui est très à la mode. On a vu encore les dégâts de Hill en finale AFC ce week-end. Je pense que ça peut être complémentaire avec Higgins. Par contre, il y a l'expérience John Ross qui est en train de se terminer à Cincinnati, donc la bombe super rapide, ils ont déjà donné, je pense. Donc peut-être qu'ils vont être refroidis et qu'ils vont pas vouloir renouveler l'expérience. Non, c'est sûr que ça peut refroidir. Et le dernier point, c'était des joueurs à l'intérieur de la ligne. Donc c'est vrai que je crois que Grégory en a parlé la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, des Creed Humphrey, des Wyatt Davis. Voilà, donc ça, c'est les profils que vous pouvez retrouver dans nos anciens podcasts et qui seront d'actualité dans ce deuxième tour. On finit rapidement sur le troisième tour et après on switchera d'équipe. Les besoins peuvent être divers. Je vais rajouter un nouveau poste qui pourrait être intéressant à adresser, c'est cornerback, puisqu'il y a un beau duo de safety à Cincinnati et il manque des corners pour compléter. Au troisième tour, comme ça, si tu as un profil dont tu penses qu'il sera dispo et qui te plaît,
C'est lequel ? Alors, qui sera dispo, c'est pas sûr. Moi, j'aime bien dans ces eaux-là, mais peut-être fin deuxième, il sera parti. C'est Newsom de Northwestern, mais je pense que des profils comme Adebo ou Molden pourraient coller également. Moi, je trouve que la cuvée de Corner est plutôt assez homogène, et justement, dans ces eaux-là, il devrait y avoir des opportunités intéressantes à trouver. Donc, c'est effectivement à considérer au 3e tour. Et comme tu l'as dit, je pense que c'est vraiment un besoin important. Ouais, si tu veux un petit corner, mais avec du potentiel, tu peux prendre Elijah Molden, dont tu parlais de Washington. Si tu veux un corner aux dimensions plus traditionnelles, et c'est en effet moi aussi mon favori, t'as Greg Newsom de Northwestern. Et je rajouterais, si tu veux, du big body, et un joueur qui monte un peu, c'est Ifeatu Melifonwu de Syracuse, qui a un peu dépassé Israël Mukuamu de South Carolina dans ce domaine-là. Moi, j'aime beaucoup Ifeatu, c'est un joueur athlétique. Il a un vrai ball skill. Après, c'est plus un joueur qui va jouer homme à homme qu'en zone. On sent qu'en zone, il a un peu de mal parfois à identifier les mouvements à faire. Donc, ça dépend encore une fois du type de défense que les équipes vont avoir pour l'année prochaine. On va passer à la deuxième équipe, qui est objectivement l'équipe la plus prestigieuse que la NFL puisse connaître, hein, soyons clairs, les Philadelphia Eagles. Évidemment, bon, subjectivité... C'est pour ça qu'ils piquent en 6e, d'ailleurs. Oui, c'est parce qu'ils sont exceptionnels qu'ils piquent en 6e. La NFL a dit vraiment, on vous donne cet honneur. Bon, avec le 6e choix... Alors... Il y a toujours l'option de trade back comme pour les Bengals, mais c'est vrai que instinctivement, on se dit wide receiver. Je pense que la nomination de Sirianni comme head coach a envoyé un message, à savoir, on va tout faire pour essayer de remettre Carson Wentz sur pied, et de le remettre en confiance. Pour le remettre en confiance, il lui faut quoi ? Une cible. Donc, au 6e choix, je pense... Comme on l'a dit tout à l'heure, comme ça va être la guerre au quarterback, je pense qu'il devrait y avoir le choix. On a une cuvée assez folle encore cette année en receveur. Et à ce spot, un Ja'Marr Chase, un Devonta Smith, je pense que ça pourrait que faire plaisir à l'ami Wentz. Oui, c'est les deux profils qui sont au-dessus du lot. Hein. Alors, il y a Waddle aussi, mais Waddle, c'est plutôt un petit électrisant. Il y a déjà Reagor, enfin, il n'y a pas forcément besoin de ça. On était tous les deux d'accord pour dire qu'on préfère Smith, mais que Chase est celui qui fit le mieux avec le besoin d'équipe actuellement. Oui, effectivement, Chase, bon, il n'a pas joué cette année, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça me pose un petit peu souci pour le prendre peut-être aussi haut, mais il a quand même, il a marché sur les défenses de la SEC en 2019, donc je pense qu'il n'y a pas trop de risques, et il va donner une confiance de par sa position, son intelligence de jeu, ses tracés. Il va donner confiance à Wentz et devrait pouvoir le remettre sur les rails. Et Smith, peut-être plus explosif, peut-être plus playmaker encore, mais effectivement, moi je le préfère. Mais je pense que Chase apporte plus de sécurité et de sagesse, si on peut dire. Oui, avec le départ probable de Alshon Jeffrey et le trade probable de Zach Ertz pour des raisons de cap, Carson Wentz va avoir besoin de soupapes de sécurité. Alors il reste Dallas Goedert, mais c'est sûr qu'un Ja'Marr Chase, c'est exactement ce qu'il faut. Moi je rajouterais juste un petit point, parce que je réfléchissais à une chose hier et j'ai vu que sur un podcast américain ils l'ont évoqué aussi ce matin. S'il y a un petit trade back, moi, je verrais bien, éventuellement, si par exemple ils sont en 12 ou quoi, je verrais bien Kyle Pitts, le tie-end de Florida, qui est une sorte de tie-end dans un corps de receveur. Et c'est le genre de joueur un peu polyvalent que Sirianni pourrait utiliser. Ça peut être intéressant. Il peut être placé en receveur à la place d'un Jeffrey. Il peut être placé plus proche dans des tracés similaires à ce que faisait Zach Ertz. Donc ça pourrait être intéressant, en tout cas c'est la grosse cote que je vous donne pour ce choix du premier tour. Pour le choix du deuxième,
Alors là, il y a des besoins, il y en a. Hein. On peut aller linebacker, on peut aller ligne offensive intérieure, on peut aller safety, on peut aller cornerback. Toi, tu étais plutôt sur... On peut aller un peu partout en défense. Ouais, toi, tu étais plutôt sur le linebacker. Ouais, je pense que l'escouade de linebacker a besoin d'être considérée. Aux Eagles, c'est un petit peu dépeuplé depuis 2 saisons à peu près, peut-être plus. À ce spot-là, 38, est-ce qu'il y aura un linebacker qui vaudra vraiment un pick ou est-ce qu'il faudra peut-être reculer je sais pas, mais bon, moi je suis pas un super fan de Dylan Moses, qui pour le coup pourrait être dans ces eaux-là. Je suis pas convaincu, mais clairement il va falloir du renfort. Donc peut-être un Jabril Cox de LSU pourrait faire l'affaire. Alors tu m'avais dit en off que les Eagles ne considéraient pas vraiment le poste de linebacker au 2e tour. Mais bon, au bout d'un moment, quand il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Oui, c'est ça. Historiquement, en fait, Howie Roseman ne prend pas de linebacker et de safety sur les 2 premiers tours. Mais il y a un moment, le besoin est tellement énorme que tu vas finir par céder. Moi, je te rejoins, que ça soit vraiment, que ce soit sur cornerback, sur linebacker, sur safety. Il y a plein de gens que je veux au 3e tour. Et pas tellement de gens que je veux au 2e. Donc si tu peux trade back, ça me va aussi. J'aime bien dans les linebackers Jabril Cox, parce que ce dont ont besoin les Eagles, c'est d'un linebacker qui sait couvrir la passe. Et c'est certainement dans ces joueurs-là le meilleur pour ça. Et au niveau des safety, j'aimais bien aussi... Alors ça peut être Javon Holland, hein. Il peut être disponible en 38. Il sera disponible en 38, oui, je pense. c'est... Sauf surprise. Je pense que le seul qui peut... espérer être au premier tour, c'est Trevon Moehrig. Et donc, pourquoi pas Javon Holland, ou pourquoi pas un peu plus tard, un Richard LeCounte, un Paris Ford, un André Cisco. Ouais, moi, début 3e tour, Paris Ford ou LeCounte, c'était mes cibles préférentielles. Après, c'est vrai qu'un 2e tour, bon, tu le vends moins bien qu'un premier. Ça, c'est évident, mais si tu peux reculer de 10-15 places et prendre un 3e, un 4e tour, ça peut être une belle opportunité. C'est-à-dire que cette année, il y a quand même des postes sur lesquels il y a de la profondeur. Donc peut-être qu'effectivement, en reculant de 15 places et gagner un 4e tour, tu pourras trouver peut-être un bon running ou un bon corner ou même un bon receveur de plus. C'est pas fou. Tout à fait. Et un 3e choix, peut-être... on a parlé du coup de Creed Humphrey, on a parlé de Wyatt Davis. Ok. Si je te dis qu'au 3e choix... Kelsey va probablement à un moment prendre sa retraite vu qu'il en parle tous les ans. Alors soit on recrute un centre, soit ce Malo devient un centre comme c'était prévu et on recrute un guard. Mais si je te dis par exemple que Humphrey, Davis, Vera Tucker sont pris, t'as le choix entre Trey Smith, Andon Dickerson, Josh Myers, Deontay Brown. Tu dois en prendre un et nous en parler un peu, tu choisis. Moi, je prends Dickerson. J'aime bien ce joueur. Donc centre d'Alabama. Voilà, centre d'Alabama, bien sûr. Pour le coup, je le vois bien évoluer soit centre, soit garde. Donc après, ça sera à Philly de le positionner là où il préfère, là où il le pense le meilleur. Mais j'aime bien ce joueur. Cette année, j'ai trouvé un progrès. Je trouve qu'il apporte beaucoup de sécurité à ce poste, et je le redis, je l'avais dit dans la précédente émission, très important, le centre sur la ligne. Moi, j'avoue que je l'ai dans mes préférés pour remplacer un éventuel départ de Lindsay aux Packers. Donc, s'il glisse un peu début 3e, je pense que les Eagles devraient considérer. Oui, je suis d'accord avec toi, parce qu'en fait, si l'idée c'est de réparer Carson Wentz, des Josh Myers ou des Deontay Brown, c'est moins bon contre la passe, selon moi. Et si vraiment ce que tu privilégies, c'est de mettre Carson Wentz dans un fauteuil, tu prends celui qui est le meilleur pour la passe. Donc, selon moi, tu prends Landon Dickerson ou Trey Smith de Tennessee, qui est un Trey guard Smith, j'ai très peur de ses intéressant. soucis de santé. Voilà. Trey Smith, qui risque de le faire tomber. C'est malheureusement pour lui qu'il a eu des graves problèmes de caillots sanguins, enfin des problèmes très importants. Et du coup, il risque de descendre un petit peu à la draft. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur les besoins, en tout cas principaux. Si on veut rester concis, oui. Voilà. Moi, je peux vous faire une demi-heure sur les Eagles, mais je sens que Alain va bouillir si je fais ça. Donc, je te propose qu'on parle de la fin de draft, et on en parle dans le cadre des sleepers,
puisqu'on va chacun, comme c'est la tradition, vous donner un peu notre pépite du 3e jour de la draft. Hey, Kurt Warner here. Hi to everybody at the Touchdown Podcast. Les pépites. Les pépites, alors, on a tous les deux décidé de faire un choix offensif. Et alors, pour le coup, toi, tu nous as pris un running back qui, mine de rien, est assez connu de réputation, même si, en effet, il sera au 3e jour. C'est Elijah Mitchell, de Louisiana. Donc, 1m80 pour 98 kg. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a plu sur ce joueur pour en faire ta pépite ? Alors, Elijah Mitchell de Louisiana, c'est effectivement un joueur que j'aime bien, je dirais même que j'aime beaucoup, que je suis depuis l'année dernière, il m'a un petit peu tapé dans l'œil. J'aime bien son profil. Il est tu l'as dit, 1m80, il est un poil plus grand que les petits running backs qu'on voit ces dernières années. Il a produit quand même en 4 saisons à Louisiana près de 3300 yards et il a marqué 41 TD. Ce qui est quand même pas rien. Alors certes, l'adversité en Sun Belt, elle est pas oufissime, mais bon, quand même, il a joué contre Mississippi State, il a joué contre Alabama, il a quand même rencontré des programmes importants. Sa principale qualité, c'est l'explosivité. Je trouve plutôt bon pour trouver les gaps. Il a des cuts qui sont intéressants. Je l'ai vu. Alors, c'est pas sa qualité première, mais je pense qu'il peut apporter sur le jeu de passe. Il a quelques réceptions et quelques TD. Il manque un petit peu de vitesse. Je pense. Alors cette année, il n'y a pas de combine, mais je pense il aurait peut-être un petit peu été décevant de ce côté-là. Je pense notamment sur les courses très longues, mais de par sa réactivité, son explosivité au départ, il peut quand même créer des big plays, il peut apporter. Je pense que dans un comité pour démarrer, ça peut vraiment être une bonne pioche. Il me fait un petit peu penser à un joueur comme Gaskin, mais un petit peu plus grand. Tu vois, le joueur fin de draft qui peut s'immiscer dans un comité et discrètement progresser et prendre de plus en plus de portée. Ça sera pas un titulaire le premier jour, mais dans ces programmes comme de la Sun Belt, on a déjà vu des running backs s'imposer, donc je serais pas surpris de le voir d'ici 2-3 saisons aux avant-postes et en coureur numéro 2, peut-être numéro 1. Ouais, c'est vrai que c'est un profil qui peut plaire. Alors c'est sûr que c'est pas athlétiquement un monstre et ça va sûrement le faire éliminer par certaines franchises, mais c'est un joueur à surveiller. On sait à quel point, on le répète chaque semaine, la cuvée de running back est extrêmement profonde. Pour ma part, j'ai choisi un joueur, Tamorrion Terry, le wide receiver de Florida State. Il y a différents types de pépites. Il y a ceux qui sortent de nulle part et qui grimpent pour se prendre une place à la draft au moment fatidique. Et il y a des joueurs qui tombent de mois en mois. Et Tamorrion Terry, c'est un peu ça, parce qu'il y a un an et demi, certains en parlaient au premier, au deuxième tour. On est clairement loin de ça aujourd'hui. Mais ça reste un joueur extrêmement intéressant pour moi. C'est un très gros body. C'est 1m93 pour 95 kg. Il est assez rapide, malgré ce gabarit un peu énorme. Il attaque sa balle et c'est vraiment un monstre en red zone. C'est-à-dire que ce joueur-là, ça va peut-être pas être votre receveur numéro 1, numéro 2, mais alors en red zone, tu seras content d'avoir à chaque action. Et c'est vraiment important d'avoir ce type de joueurs qui peuvent faire la différence, parce qu'on le sait, l'efficacité en red zone, c'est aussi important que savoir remonter le terrain. Donc c'est pour ça que moi, c'est un joueur qui me plaît beaucoup. Après, c'est un joueur qui est limité. Il a un arbre des tracés à Florida State qui est pas très étoffé. Il joue qu'à droite. De mémoire, j'ai l'impression qu'il sait jouer que de ce côté-là et il a des petits problèmes de drop. Donc c'est pas un joueur parfait. C'est un joueur qui peut être agent. Mais alors, si vous manquez d'une cible en red zone, clairement, c'est un joueur qui peut être intéressant.
Ouais, comme tu l'as dit, c'est un gros body. C'est un peu on parlait tout à l'heure du tight end dans un corps de receveur. Là, c'est un peu l'inverse. Un receveur dans le corps de tight end. C'est vrai que moi, je trouve quand même sa chute dans les boards assez dingue par rapport à sa cote en début de saison. Mais c'est un peu à l'image de tous les autres joueurs de son programme. Mais effectivement, au 6e ou 7e tour, comme il a annoncé aujourd'hui, je pense que c'est vraiment une super affaire. Oui, tu dis, à part Asante Samuel, le fils d'eux, tous les joueurs de Florida State ont un peu souffert de cette saison compliquée. Bon, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour et je te remercie, Alexandre. C'est moi qui te remercie. Et évidemment, on va continuer à vous informer sur la draft. Rendez-vous la semaine prochaine. Je vous l'ai teasé, ça va parler Titans. On continuera à parler des équipes à la draft. On vous remercie et on vous souhaite un bon week-end. À tous. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fameux pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rocas Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.